J'en suis rendue à vous expliquer dans les grandes lignes en quoi consiste le postmodernisme, c'est-à-dire le courant de pensée qui influence aussi bien la mentalité que l'attitude de la gauche woke. Alors, Pluckrose et Lindsay identifient deux principes fondamentaux du postmodernisme. Premièrement, le principe de connaissance postmoderne, qui consiste en un scepticisme radical quant à la possibilité d'obtenir un savoir objectif ou la vérité, et l'adhésion à un constructivisme culturel. Deuxièmement, le principe politique postmoderne, c'est-à-dire la croyance selon laquelle la société est constituée de systèmes de pouvoir et de hiérarchies qui décident de ce qui peut être connu et de la façon dont ça peut l'être. Alors, je reprends dans mes propres mots les idées principales du postmodernisme. Il y a des classes dominantes, notamment les blancs ou les occidentaux, les hommes, les hétérosexuels et les cisgenres, ou pour faire plus court, cisrettes, les valides, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas handicapés, et les minces. Notamment, parce que ça ne se limite pas à ça, mais je me limite aux catégories identifiées dans le livre de Pluckrose et Lindsay. Et il y a donc, par rapport à chacune de ces classes dominantes, une classe opprimée. Alors, les classes opprimées, c'est notamment les personnes racisées ou encore les minorités raciales ou encore les personnes de couleur, les femmes, les LGBTQ+, les handicapés et les personnes corpulentes. Et cette division-là en dominant et opprimé, elle relève d'un système fondamentalement inégalitaire qui serait omniprésent et qui comprendrait une série de systèmes d'oppression plus spécifiques, notamment la suprématie blanche, le patriarcat, la cis-hétéronormativité, le validisme et la grossophobie. Pour continuer avec les idées principales du postmodernisme, donc les rapports de pouvoir seraient présents dans toutes les interactions et on met de l'avant le relativisme, c'est-à-dire qu'on postule qu'il n'y a pas de vérité objective, seulement des points de vue situés, des points de vue partiaux. Et ce qu'on prend pour la vérité, en fait, ce serait le point de vue des classes dominantes. Les hommes blancs, occidentaux, cisrettes, minces, valides auraient réussi à ériger leur point de vue en vérité objective. Et les points de vue des classes opprimées auraient été marginalisés et il faudrait leur faire de la place. Donc, les femmes, les minorités raciales, les LGBTQ+, les handicapés, les personnes corpulentes, tous les groupes opprimés auraient un ennemi commun qui serait là à cause de leur oppression, en l'occurrence, disons, le système avec un grand S, et aussi les classes dominantes qui maintiennent ce système. Bref, ça c'est à retenir. Tous les groupes opprimés auraient un ennemi commun. Et d'un point de vue postmoderniste, le langage doit être déconstruit parce qu'on postule que le langage serait conçu de façon à réaffirmer le pouvoir des classes dominantes et à perpétuer la marginalisation des classes opprimées. Je vais revenir éventuellement sur la manière dont les woke trichent avec le langage. Mais pour continuer, pour tout de suite avec le relativisme, il y a donc un rejet de la science. C'est ou c'était communément admis que la science est une approche impartiale, objective, qui permet d'acquérir des connaissances qui transcendent les points de vue partiaux, les idées subjectives, mais dans le postmodernisme, la science est présentée comme le point de vue des classes dominantes et on postule que tout serait une construction sociale.
Donc, on a affaire à ce qu'on appelle un constructivisme radical. Et comme la science n'est qu'un point de vue parmi d'autres, un mode de connaissance parmi d'autres, le postmodernisme commande de faire de la place à d'autres modes de connaissance que la science, comme par exemple le vécu personnel, les expériences liées à une identité, les croyances culturelles, les croyances spirituelles, les émotions. Il faudrait, pour rétablir l'égalité, privilégier ces modes de connaissance qui relèvent, selon le postmodernisme toujours, des classes opprimées. Alors, écoutez, dire que la science c'est la raison, l'approche empirique, la logique, la cohérence, la demande de preuves, l'esprit critique, pour voir quelles affirmations, quelles données résistent à la remise en question. Dire que cette méthode-là, c'est un mode de connaissance d'hommes blancs occidentaux cis-het, eh bien, Pluckrose et Lindsay signalent avec raison que c'est une position qui est raciste, sexiste et homophobe. Est-ce que ce n'est pas raciste, sexiste et homophobe de dire que la science et la raison sont une affaire d'hommes blancs hétérosexuels? Et c'est faux, de toute façon, parce que des scientifiques, il y en a des deux sexes, il y en a dans toutes les cultures. Donc, bref, pour poursuivre avec le résumé de ce qu'est le postmodernisme, Pluckrose et Lindsay distinguent 3 phases du postmodernisme. Ils situent entre 1960 et 1985 ce qu'ils appellent la phase déconstructiviste. Entre 1980 et 2005, ce qu'ils appellent le postmodernisme appliqué. Et après 2005, le postmodernisme réifié. Alors, la phase déconstructiviste, ce serait la phase durant laquelle les idées postmodernes sont élaborées par des auteurs comme Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard. C'est donc l'élaboration de la théorie avec un grand T. Pluckrose et Lindsay font référence à la théorie postmoderne comme la théorie avec un grand T tout au long de leur livre. Et durant la phase déconstructiviste, les idées postmodernes sont demeurées confinées au milieu universitaire et elles sont restées surtout dans le milieu universitaire et le milieu militant aussi durant la phase du postmodernisme appliqué. Alors, durant cette deuxième phase, des théories plus spécifiques, comprises sous la théorie avec un grand T, ont été élaborées. Je vais glisser un mot sur plusieurs d'entre elles dont il est question dans le livre. En l'occurrence, le féminisme intersectionnel, la théorie queer, la théorie postcoloniale, la critical race theory. Vous pouvez faire un lien avec une notion que vous connaissez probablement un peu, celle de racisme systémique. Et aussi les théories enseignées en Able Studies et en Fat Studies. Et il est à noter que les études universitaires dans plusieurs domaines sont imprégnées de postmodernisme. Alors non seulement il y a des études en justice sociale comme telle, des études féministes, les Able Studies, justement, les études de genre, etc., mais le postmodernisme commence à imprégner aussi des programmes en sciences humaines et sociales, en enseignement, en philosophie, bien heureuse d'avoir échappé à ça. Et il y a aussi des effets, ça commence là, mais les STEM, c'est-à-dire sciences, technologie, engineering et mathématiques, commencent tranquillement à être touchés par la pensée postmoderne. Et finalement, le postmodernisme réifié, ben c'est là que ça commence à affecter des gens en dehors des cercles militants et universitaires dans la mesure où la théorie a pris le statut d'une espèce de vérité absolue
Puis, pourquoi elle est sortie des universités et des cercles militants? Bien, c'est notamment parce que ceux qui ont étudié dans les programmes universitaires qui les ont formatés avec la théorie, qui les ont formatés à la théorie avec un grand T, eh bien maintenant, ils sont sur le marché du travail. Et ces idées qu'ils prennent comme des vérités qui vont de soi, eh bien, ils les transmettent et ils se retrouvent sur le marché du travail, notamment comme enseignants, donc ça vient teinter leur enseignement. Ils peuvent se retrouver aussi dans l'administration ou encore devenir des responsables EDI, équité, diversité, inclusion. Ça, je vais consacrer une capsule de la série à cette arnaque qui est le concept d'équité, diversité et inclusion. Et ils sont présents dans les médias aussi où on leur fait une grande place et ils sont impliqués en politique. Et juste à partir de ce qui vient d'être établi, ça donne déjà la possibilité d'éclaircir un peu des positions des woke qui peuvent surprendre. Alors, par exemple, dans mon témoignage, j'ai parlé de quand des soi-disant féministes m'ont invectivée parce que j'avais pris position à l'effet que le voile islamique est une pratique sexiste. Elles ne peuvent pas concevoir que l'islam puisse être un facteur d'oppression des femmes parce que, je vous rappelle que l'idée dans le postmodernisme, c'est que tous ceux qui sont opprimés ont un ennemi unique qui est le système de suprématie blanche et aussi patriarcal et cis-hétéronormatif, etc. L'islam étant une religion minoritaire en Occident, et qui caractérise plus souvent qu'autrement des personnes qui ne sont pas blanches, donc des personnes de couleur. Là, je reprends une expression qui est communément utilisée par des woke. Eh bien, ça ne peut pas être un facteur d'oppression parce que toutes les oppressions sont conçues comme venant de la même source. Et ce n'est pas étonnant, une fois qu'on a compris leur cadre de pensée, qu'elles aient autant insisté sur ma couleur. En tant que blanche, je ne pouvais être qu'une privilégiée qui cherche à maintenir le système qui l'avantage. Et on peut comprendre un peu mieux aussi pourquoi les activistes qui ont empêché la conférence de Robert Wintemute, celle qui devait avoir lieu à McGill le 10 janvier, ils ne pouvaient pas concevoir qu'il y ait un conflit entre les revendications des personnes trans et celles des gays, lesbiennes, bisexuels. Je l'ai déjà mentionné dans une capsule précédente. L'idée, c'est que dans tous les cas, aussi bien les LGB que les T et n'importe quelle autre lettre qui vient s'ajouter au sigle LGBTQ+, les personnes qui correspondent à ces lettres-là auraient un ennemi commun, c'est-à-dire la cis-hétéronormativité. Et pour ce qui est des femmes, ben elles non plus, les revendications des personnes trans ne peuvent pas entrer en conflit avec leurs droits parce qu'encore une fois, on reste avec le dogme que toutes les classes opprimées ont un ennemi commun. Et donc que les classes opprimées devraient s'allier contre leur ennemi commun. On ne conçoit pas une seconde que les groupes qu'on considère comme des classes opprimées pourraient avoir des intérêts divergents et que donc on doive équilibrer les droits de ces différents groupes. Ça explique aussi pourquoi, d'un point de vue woke, d'un point de vue postmoderniste, il est inconcevable que les hommes vivent des problèmes spécifiques à leur sexe, qu'il existe des formes de discrimination ou simplement des problèmes particuliers qui concernent plus spécifiquement les hommes en raison de leur sexe. Ils perçoivent n'importe quel mouvement ou discours qui veut défendre les droits des hommes comme de la misogynie
et une volonté de réaffirmer la suprématie masculine. Parce qu'ils partent du dogme qu'on vit dans un système patriarcal. Et donc les hommes sont forcément privilégiés, ce sont les femmes qui sont opprimées quand on se place dans le cadre de pensée postmoderne. Quand on adopte un point de vue libéral, la conception qu'on a de la société est complètement différente. On la voit plutôt, écoutez, on ne niera pas qu'il y a des groupes plus discriminés que d'autres, mais on conçoit la société non pas comme divisée de manière simplette en classes dominantes et classes opprimées, mais comme une communauté d'individus et de groupes aux intérêts divers, parfois divergents, dont les droits peuvent entrer en conflit et qui méritent tous une considération égale. Et quand il y a conflit de droits, on cherche à trouver des solutions pour que tous puissent exercer leurs droits. Les femmes, aussi bien que les personnes transidentifiées, les homosexuels et bisexuels, les hommes, les croyants de diverses religions et tous les autres. Et la conception libérale de la société semble plus ancrée dans la réalité empirique que la conception postmoderne. De fait, ceux qui affirment que les hommes peuvent vivre des problèmes spécifiques à leur sexe sont quand même capables de montrer des données à l'effet que plus d'hommes subissent des accidents de travail, par exemple, parce que les hommes sont plus nombreux dans des métiers où les accidents de travail sont susceptibles de survenir. Et ça ne menace aucunement l'égalité des sexes ou les droits des femmes que de reconnaître ce fait-là. Les militants qui se sont opposés à Robert Wintemute, ils martèlent que c'est impossible que les droits revendiqués au nom de l'identité de genre puissent aller à l'encontre de certains droits des LGB ou certains droits des femmes. Ils ne font que l'affirmer en réitérant que nous sommes tous des opprimés qui devons nous allier contre le système unique qui nous opprime, mais ils ne donnent pas de faits précis. Wintemute est capable de montrer où est-ce qu'il y a des conflits de droits. Et la LGB Alliance, la même chose. Si vous allez sur leur site internet, vous voyez qu'ils sont capables d'expliquer pourquoi les priorités des LGB, leurs besoins ne sont pas les mêmes que ceux des personnes trans et que c'est pour ça qu'il faut les traiter séparément. Ça ne veut pas dire les traiter comme si c'était des groupes ennemis. Non, ce sont des groupes différents qui méritent une considération égale. Alors, j'en ai terminé avec le résumé de ce qu'est le postmodernisme. Dans la prochaine capsule, je vous parle d'un sophisme que les woke aiment beaucoup faire, celui de privilège épistémique.